to help you. AfroWeb TV provides many types of advertisements according to your product or services. AfroWeb TV will propose to you a good package with many innovations. Our team is available 24 hours to help you out. Call now 616-206-2192 or 319-400-7376. Visit now www.afrowebtv.com. Are you looking for a great suit, blazers, and orthodox? Go ahead and visit now www.actionshop.com. Stop renting your suit or orthodox for all kind of events and check out yours on actionshop.com. Choose now the quality and the best fit for yourself and friends for fast delivery and free shipping. Actionshop.com, the best website to get the original suits and orthodox. Que pensez-vous de l'actualité africaine cette semaine? Chaque semaine, nous vous invitons à décrypter l'actualité de la semaine avec nous sur votre télé AfroWeb TV. Retrouvez les analystes politiques pour donner les différents points de vue sur des sujets de l'heure chaque mercredi à 11 h et chaque samedi à partir de 11 h Central Time sur AfroWeb TV. Pour participer, appelez-nous ou envoyez-nous des messages par WhatsApp sur le +1 319 462 89 79. Toutes les émissions disponibles sur afrowebtv.com et sur notre chaîne YouTube. Merci à toutes et à tous d'être avec nous pour cette troisième partie, dernière partie de votre émission Avis de la diaspora sur les ondes d'AfroWeb TV, émission diffusée sur les ondes d'AfroWeb TV, afrowebtv.com/live si vous voulez être en direct avec nous, et également rediffusée sur FM Liberté, la première radio de la diaspora africaine. Vous nous suivez de par le monde, quelle que soit votre nationalité, et vous êtes de nationalité africaine, alors dites-le nous, appelez-nous pour contribuer également à cette émission, à ce débat qui rassemble les intellectuels de la diaspora. Merci à tous de votre confiance sans cesse renouvelée à votre émission Avis de la diaspora. Nous abordons ce troisième thème qui nous rassemble aujourd'hui, et on parlera également de la cherté de la vie en Afrique, et plus précisément en Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce qui constitue au fait les causes de cette cherté de la vie? Et on avait entendu parler également donc de la flambée des prix des denrées alimentaires à un certain moment donné. Aujourd'hui, c'est la crise des délestages du côté de la Côte d'Ivoire. On parlera plus précisément également des cas donc de la Côte d'Ivoire et du Togo dans cette dernière partie de votre émission. Mesdames, Messieurs, nous sommes avec Monsieur Amedoji Philippe, que nous recevons également du côté de l'Europe. Les Européens également, permettez de le dire ainsi, nous font l'agréable plaisir et acceptent avec plaisir notre invitation pour ce numéro de votre émission Avis de la diaspora. Et dans la même lancée, nous recevons un acteur politique activiste également qui défend les bonnes causes selon lui-même, Dr Romarikson Alogno. Dr Romarikson, vous êtes avec nous pour cette émission. Alors, Dr Romarikson, qu'est-ce qui constitue au fait les causes de la cherté de la vie en ce moment en Afrique? Je pense que je peux regrouper les causes en deux catégories. La première cause, le capital. Qui détient le capital qui est investi chez nous en Afrique? Il faut savoir que c'est des étrangers. Quand les étrangers investissent dans vos pays, ils sont là pour faire la richesse. Et donc, tout ce qu'ils récoltent, ils l'amènent chez eux. Et donc, vous voyez l'argent traverser, votre physionomie comme ça, mais vous ne voyez que sa couleur. Et donc, la vie sera chère. Cela n'a pas commencé aujourd'hui. Cela a commencé depuis la seconde moitié du XVIIIe siècle, avec la révolution industrielle. Il y a certaines personnes, un petit nombre de personnes, qui possédaient le capital. Et donc, ils investissaient le capital dans la création des industries. Et donc, aux employés, ils payaient un salaire selon la loi des reins. C'est-à-dire, non pas en fonction du travail qu'ils ont fait, mais ils perçoivent un salaire qui leur permet de vivre et qui les empêche de mourir. C'est-à-dire, c'est un salaire selon la loi des reins. Donc, c'est la même chose
que nous avons aujourd'hui au Togo et un peu partout en Afrique. Donc, ceux qui viennent investir, ils ne sont pas là pour les beaux yeux des Togolais et des Africains, mais ils sont là pour créer la richesse et partir avec le capital. Bolloré, je pense qu'en 2019 et en 2020, il avait fait des milliards dans nos pays. Il a rapatrié chez lui en France. Les Togolais n'ont même pas vu la couleur de cela. Voici la première chose. La deuxième chose, c'est la production. Ce pilier se partage en deux. La production, c'est qu'est-ce qu'on produit et comment est-ce qu'on produit. Maintenant, qu'est-ce qu'on produit au Togo? Dans les années 80-90, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont imposé à beaucoup de pays africains de produire le café, le cacao, le coton à la place du maïs, du blé et de ce que nous consommons. Et donc, nous produisons non pas pour nos marchés internationaux dont les prix sont fixés à la Stock Exchange de New York et de Londres. Donc, nous produisons le café, le cacao et nous n'avons même pas le droit d'en fixer le prix. Les prix sont fixés ailleurs, à la bourse. Et donc, aussi longtemps, nous serons obligés d'importer ce que nous consommons. En ce temps-là, la vie est assurée. Je vous donne un exemple. En 2009, l'Union européenne a dépensé à peine 45 millions d'euros pour importer les produits alimentaires. En ce temps, l'Afrique dépensait 14,5 millions pour importer les produits agroalimentaires. Or, la majorité des pays européens sont des pays industriels et les pays africains sont des pays agricoles. Au Togo, 70% des personnes en âge de travail sont occupées par l'agriculture. Et pourtant, nous n'avons pas l'autosuffisance alimentaire. Une des raisons principales de ce phénomène est que nous produisons ce que nous ne consommons pas et nous consommons ce que nous ne produisons pas. Ça fait que la vie est chère. La deuxième chose, dans la production, c'est comment est-ce que nous produisons. Nous sommes au 21e siècle, mais au Togo, notre pays dépend jusqu'à ce jour de la pluie. C'est-à-dire que quand la pluie naturelle tombe, les produits agricoles qui sont plantés grandissent et produisent du fruit. Et quand la pluie ne tombe pas, il y a une catastrophe. Au 21e siècle, je vous dis que le Togo est 2 fois plus grand que l'Israël. L'Israël est un pays presque désertique. Et pourtant, l'Israël exporte dans le monde entier des produits agricoles. Nous pouvons au Togo mécaniser notre agriculture. Mécaniser l'agriculture pour produire beaucoup et maintenant créer des moyens, des petites et moyennes entreprises pour conserver ce que nous avons produit. Moi, j'ai grandi à Baie. En période de pluie, quand tu vas au marché de Baie, tu vas voir la tomate, l'oignon, et les produits comme ça, tu vas les voir pourris par terre. 2 mois après, les Togolais sont obligés d'aller importer la tomate, l'oignon du Burkina Faso, qui est un pays sahélien. Ça veut dire que dans notre pays, il y a quelque chose de fondamental qui ne fonctionne pas. À la tête, on doit prendre des mesures. Malheureusement, ceux qui sont à la tête du Togo ne se sont jamais préoccupés du sort de notre pays. Ils se comportent comme le fils de Obiang. C'est amasser les ressources de notre pays pour satisfaire leurs besoins personnels. Donc, il y a une loi du marché qui dit ceci. Quand les produits sont en surabondance, les prix diminuent. Mais quand il y a moins de produits, les prix augmentent. Donc, chaque fois qu'il y a la vie chère, il faut savoir que ce qui est produit dans le pays n'est pas en adéquation avec le besoin de la population. C'est-à-dire que ce que l'on produit est en deçà de ce que le peuple consomme. Voilà ce qui crée la cherté de la vie. Donc, voilà ce que je peux dire pour l'instant. Monsieur Amedodji Philippe, que faire en cette période de vie chère?
lorsqu'on est en ce moment au Togo ou en Côte d'Ivoire? Merci. Avant d'aborder les pistes de solutions, j'aimerais juste compléter un peu l'analyse que vient de faire, la bonne analyse que vient de faire Romarickson. Moi, je dénombre, je note deux causes en fait. Parce que si on ne maîtrise pas les origines du problème, c'est difficile de trouver des solutions adéquates. Exact. Les causes endogènes, c'est-à-dire propres à nos pays, à ces deux pays-là. Il y a d'abord la pauvreté. Vous savez que plus de la moitié des Togolais vivent en dessous de ce qu'on appelle communément le seuil de la pauvreté. C'est-à-dire, plus de 50% des Togolais vivent avec moins de 500 francs CFA par jour. Ce qui est grave, déjà au départ. Okay? Je vous donne les chiffres de 2020. Et cette situation procède de la mauvaise gouvernance, c'est-à-dire de l'incapacité des dirigeants togolais actuellement et ivoiriens à faire en sorte que leur population accède à un bien-être. Il y a une deuxième cause endogène qui, Romarickson a expliqué tout à l'heure, nos économies sont essentiellement tournées vers l'exportation des produits de rente, des produits qui servent de matière première à d'autres économies, au détriment des produits vivriers, c'est-à-dire ce que les gens consomment. Donc ça aussi, on parle même de balance commerciale, c'est-à-dire nos pays importent en valeur, importent que n'exportent, ce qui est grave, ce qui expose nos pays à ces chocs-là qu'on trouve actuellement. Il y a également une deuxième catégorie de causes, ce sont des causes exogènes, donc qui ne dépendent pas du Togo. Il faut savoir qu'avec la crise sanitaire due au Covid-19, l'économie mondiale a ralenti. Même nous qui sommes en Occident, nous l'avons constaté. Beaucoup d'industries ont fermé, beaucoup d'activités sont à l'arrêt pour l'instant, ou bien en tout cas ont été longuement à l'arrêt. Donc, nous avons dit tout à l'heure que nos économies sont tournées vers l'exportation. À partir du moment où nos produits qui rentrent dans la fabrication du café, du chocolat ou bien du café à boire ne sont plus demandés par les économies occidentales, nos agriculteurs n'ont plus de boulot. Deuxième cause, avec je peux dire la fin ou bien la fin du Covid qui s'annonce, le baril du pétrole, c'est-à-dire comme Romarickson l'a expliqué tout à l'heure, lorsque la demande augmente, le prix augmente également. Comme la demande du pétrole est en train d'augmenter parce que l'économie est en train de redémarrer, on voit dans ces pays-là que les prix du pétrole ont augmenté. Or, qui dit augmentation du prix du pétrole, dit augmentation également des tarifs vivrières, parce que pour transporter le maïs, le riz ou bien l'igname d'un point A vers un point B en Afrique, il faut faire fonctionner un véhicule. Et nos pays ne produisent pas des carburants. Donc tout cela crée ce qu'on appelle une inflation. L'inflation, c'est quoi? C'est la hausse relative du prix auquel on achète un produit par rapport au revenu. Donc le revenu de nos populations n'a pas augmenté, mais le prix des produits ont augmenté. Ce qui fait que du jour au lendemain, nos populations sont beaucoup plus pauvres. C'est-à-dire, si moi j'avais 1000 francs CFA pour acheter quelque chose avant, du jour au lendemain, la chose coûte 2000. Donc ça veut dire que je ne peux me permettre que la moitié de cette chose-là. Et lorsqu'on parle d'alimentation, lorsqu'on parle de repas, ça veut dire que nos populations pourraient ne manger qu'une seule fois tous les 2 jours. Donc c'est ça le problème de base. Pour solutionner ce problème-là, 2 solutions. Il faudrait que nos gouvernants, nos dirigeants pensent à réorienter nos économies pour que nos économies servent d'abord et avant tout les populations, c'est-à-dire la mécanisation de l'agriculture pour permettre aux populations d'atteindre ce qu'on appelle une autosuffisance alimentaire. Un pays qui n'est pas autosuffisant sur le point alimentaire ne peut jamais prétendre un développement. Et vous savez, j'en termine par là,
Aujourd'hui, les conflits armés qui se passent un peu partout, surtout en Afrique, sont liés à la problématique d'accès à l'alimentation et à l'eau. Donc, on revient toujours au point de départ pour garantir la paix civile et la stabilité politique dans nos pays. Il faut que nos dirigeants travaillent au bien-être des populations, c'est-à-dire à leur autosuffisance alimentaire. Merci. Vous êtes dans votre émission Vie de la Diaspora sur FM Liberté ainsi que sur AfroWeb TV et nous recevons M. Philippe Amedo, dit citoyen engagé, Dr Omar Rickson, acteur et activiste politique. Aujourd'hui, plusieurs sont ces personnes-là qui se posent la question de savoir à qui la faute. Dr Omar Rickson. À qui la faute? La faute est toujours à l'État. Parce que c'est à l'État de créer les conditions dans lesquelles le peuple peut prospérer. Aussi longtemps que l'État ne crée pas les conditions, les citoyens peuvent faire tout ce qu'ils peuvent. Rien ne changera. Maintenant, quelles sont les conditions que l'État doit créer? Quand les gens comme Adam Smith et les précurseurs de l'économie moderne, quand les gens leur ont parlé de l'économie, ils parlent de la propriété privée. Quand la propriété privée n'est pas assurée, l'économie d'un pays ne peut pas se développer. Maintenant, qu'est-ce qui assure la propriété privée? Il y a le système judiciaire, il y a aussi la police. C'est-à-dire que si M. Philippe Amedodi me vend une voiture et que je refuse de lui payer, M. Philippe doit avoir l'opportunité de saisir la justice et la justice doit pouvoir envoyer la police pour venir me prendre et me mettre à la disposition de la police, à la disposition de la justice. Maintenant, le problème est que, puisque nous sommes dans un état répressif au Togo, il y a certains qui se disent qu'ils sont de la maison. Et donc, M. Philippe peut leur vendre sa voiture, ils ne lui payeront même pas un centime. Si Philippe va saisir la justice va le narguer. Et donc, aussi longtemps qu'il n'y a pas la sécurité juridique au Togo, le développement ne restera qu'un rêve. En deuxième point, il faut la sécurité physique. Il y a beaucoup de Togolais qui ont les moyens pour investir dans ce pays-là. Mais le régime qui régente notre pays les effraie. Il ne peut pas rentrer. Mais même s'il rentrait, puisqu'il n'y a pas de sécurité judiciaire, il y a les gens qui font des business et le régime utilise ces appareils comme l'OTR et autres institutions pour les frapper. Donc, voilà les causes des problèmes que nous avons au Togo. Ça vient de l'État. En allemand, on dit que le poisson ne pourrit que par la tête. Et donc, c'est à l'État de créer ce qu'on appelle une économie incentives. C'est-à-dire, comment on peut appeler ça en français? Incentives. C'est de créer des choses qui encouragent le peuple à agir. Si l'État togolais décide, par exemple, dit que tout cultivateur qui va produire, disons, 100 tonnes de maïs dans la saison 2021-2022 aura comme bonus 20 millions chez l'État togolais. Vous allez voir que les cultivateurs togolais, ils vont aller à la banque, emprunter de l'argent, acheter des machines pour mécaniser leur agriculture, pour produire pour le marché, en attendant que l'État leur donne le bonus des 20 millions. Et donc, ça vient toujours de l'État. C'est l'État qui crée les conditions. Et les grandes conditions, c'est-à-dire au niveau macro. Et les paysans agissent au niveau micro. Et donc, aussi longtemps que l'État ne comprend pas que c'est lui qui a les leviers pour créer les conditions dans lesquelles le peuple peut produire pour lui-même, la situation ne changera pas. Mais le problème, le plus grand problème est que c'est aussi un problème de compétence. Ceux qui sont à la tête du Togo jusqu'à ce jour, je ne pense pas qu'ils aient la compétence nécessaire pour faire ce boulot. Parce que si tu prends Philippe, après avoir vécu en Belgique et a étudié là-bas, je pense que vous mettez Philippe là.
il va le servir. Mais on a au pays les gens qui n'ont jamais été élus et tout leur projet, c'est de rester au pouvoir le plus longtemps que possible. Merci, Dr Omar Rickson. Nous avons un auditeur en ligne, vous allez permettre à ce qu'on le reçoive très rapidement. On va recevoir un auditeur en ligne. Alors, auditeur, bonjour. Oui, bonjour et salut aux panélistes, Dr Omar Rickson et M. Amédodi Philippe. J'ai suivi avec intérêt votre à qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Si j'ai quelque chose à dire sur les trois thèmes que vous développez, oui. C'est que du côté de la Côte d'Ivoire, la rencontre à Alassane Gbagbo est un symbole par lequel Laurent Gbagbo s'illustre par sa grandeur. Hein? Un autre à sa place aimerait bien venger, hein? De la même façon que Ouattara a usé de la violence pour s'accaparer du pouvoir, mais Gbagbo a montré qu'il a un esprit élevé. Et Ouattara a voulu se servir de cette rencontre pour montrer qu'il est grand, mais au cours de la rencontre, il a montré sa vraie méchanceté du fait qu'il évoquait que Laurent Gbagbo, quand lui, Ouattara, était en exil, avait tout fait pour favoriser son retour au pays pour aller enterrer sa mère. Mais quand la mère de Laurent Gbagbo est morte et on a fait les demandes de libération conditionnelle, Ouattara a refusé et a tout fait pour que la CPI ne donne pas l'autorisation à Gbagbo de venir enterrer sa mère. Donc, nous voyons que cette rencontre a prouvé que Laurent Gbagbo, c'était l'homme de la Côte d'Ivoire, l'homme du peuple que la France a évincé pour placer leur pion qui est Alassane Ouattara. Au peuple ivoirien maintenant de prendre conscience de la lutte qui l'attend et de se lever pour un retour à l'ordre constitutionnel. Bon, s'agissant des biens mal acquis, je crois que tous les dirigeants africains détournent. Et au Togo, en Guinée équatoriale, partout en Afrique francophone surtout, et en Afrique en général, ça détourne. Mais le problème est que nous laissons notre développement, notre justice, notre lutte de libération aux mains de ceux-là même qui sont à la cause, à l'origine de nos problèmes. Et ceux-là qui, sans notre décrépitude, n'auront pas une bonne situation chez eux. Donc la démocratie, nous voulons que ce sont les Français, les Européens qui la bâtissent pour nous et voilà ce qu'ils en ont fait. Le développement, l'industrialisation, nous attendons que eux, ils le fassent pour nous, alors que si nous sommes industrialisés, eux, leurs produits d'industrialisation n'auront plus de marché. Donc la justice, c'est pareil. Et la France, pourquoi elle ne poursuit jamais la famille Gnassingbé, qui est l'une des plus grands pilleurs de notre monde actuellement? Elle poursuit les gens qui ne sont plus en symbiose avec elle. Donc la France évoque les crimes des dirigeants qui ne sont pas en symbiose avec sa politique africaine. Donc c'est en cela que je trouve que c'est dommage et que si nous devons réclamer les biens mal acquis, ce devait être par nous-mêmes et non par la France. Donc voilà tout là où se situe le problème. Et concernant la vie chère, il est évident que c'est quelque chose qui est rare, qui est cher. Les Africains n'ont pas les moyens de produire une agriculture qui suffise à nos populations. Et c'est en cela que le rôle de l'État manque. L'État doit être responsable en finançant les paysans pour une production abondante. Là, les produits vont être de bas prix et accessibles à tout le monde. Et en temps de pénurie, l'État doit être capable d'injecter de l'argent ou bien de faire des stocks de produits pour les revendre à prix très bas pour que la population puisse consommer suffisamment. Et j'ai suivi le Dr Marison qui a dit que le Togo, qui a un bon climat et toutes sortes de terres culturelles, est propice à toutes sortes de cultures, soit obligé d'importer de la tomate, de l'oignon, de l'ail et des tubercules chez le Burkina qui est un pays pratiquement désertique. Donc ça donne à réfléchir. Le gouvernement togolais depuis Eyadema jusqu'à Fonya Tingbe a failli
Et je crois qu'il y a une seule solution pour le peuple, pour s'en sortir, c'est de faire un soulèvement pour changer l'ordre qui est là depuis 58 ans et qui ne fait rien pour soulager le pays et créer un nouvel ordre où des patriotes, des nationalistes prennent la destinée du peuple en main et mettent en place des politiques qui puissent profiter à tout le monde. Voilà à peu près ce que j'ai à dire, et surtout l'augmentation du prix des produits est liée. Et si vous voyez qui sont les spéculateurs, c'est nos politiciens, c'est nos gouvernants et quelques associés même de l'opposition qui ont créé des entreprises tous azimuts et qui créent des spéculations de sorte qu'ils tirent tout le maximum de leur sale jeu. Donc voilà, l'Afrique a un rôle à jouer. La jeunesse africaine doit savoir que si nous croisons les bras en attendant que notre salut vienne des politiciens, ceux-là même qui nous oppriment, qui nous affament, qui nous oppriment pour avoir leur bon compte, rien ne changera pour nous. Merci, monsieur Jean-Paul Omolo. Soulevons-nous. Merci, monsieur Jean-Paul Omolo, de nous avoir appelé. Ça fait plaisir de vous écouter. Merci également de partager avec les amis sur d'autres plateformes en ce moment. Nous sommes en live et en direct sur Afro Web TV et vous êtes dans notre émission Avis de la diaspora. Merci à tous d'être avec nous. Encore un autre auditeur en ligne. Bonjour. Oui, bonjour. C'est Wadja qui revient encore. Oui, monsieur Wadja. Oui, je voudrais intervenir par rapport à la cherté de la vie en Afrique de l'Ouest et donner quelques exemples concernant le Togo particulièrement. Et il faut dire que nous avons un sérieux problème en Afrique qui se situe à deux niveaux, c'est-à-dire l'État qui est au sommet et puis la population. Concernant l'État, nous avons des États africains, par exemple, qui n'encouragent pas, la production locale. On ne soutient pas la production. On ne forme pas des jeunes à pouvoir. On veut toujours compter sur nos vieux parents qui sont au village, qui font les champs traditionnellement. Ça ne peut plus nourrir cette population actuelle. Nous avons besoin d'associer à ces braves paysans-là, nous avons besoin d'associer des jeunes qui sortent des écoles de formation, qui auront des moyens à leur disposition. Je veux parler des moyens mécaniques pour pouvoir produire assez et pouvoir nourrir la population africaine. Et c'est en là la responsabilité de l'État. Nous avons des États qui, par exemple, qui ne peuvent pas encourager les gens à acheter des machines. Je donne l'exemple, c'est que c'est un exemple personnel à moi. Sur un projet agricole, il fallait acheter un tracteur et qu'on estime la douane pour sortir ce tracteur au Togo, il s'élève à 6 millions. Combien est-ce que moi, qui me débrouille, ou en tout cas un citoyen lambda qui est au Togo, peut mettre de l'argent dans l'achat d'un tracteur et encore aller le dédouaner jusqu'à 6 millions dans notre pays? Vous comprenez que nous sommes en situation où nos dirigeants ne n'encouragent pas. Il faut par exemple voir que nous sommes en danger en termes d'alimentation dans nos pays. Il faut tout importer. Pourquoi ne pas déshonorer l'État sur les appareils mécaniques pour l'agriculture? Pourquoi ne pas le faire? Et ça encouragerait peut-être quelqu'un d'autre. Comme moi, je pense, quelqu'un d'autre aurait pensé la même chose. Mais voir la situation, la personne va désister. Je m'arrête là concernant l'État et je vais parler du côté de la population. Le côté population, le peuple, la population togolaise, par exemple, ou en tout cas la population francophone, nous les francophones en Afrique de l'Ouest particulièrement, on a cette tendance de croire que lorsqu'on sort diplômé de l'université, quand on parle de l'agriculture, ce n'est plus réservé à nous. L'agriculture est réservée à celui qui n'est pas allé à l'école. C'est la conscientisation que nous n'avons pas encore à notre niveau en Afrique aussi. Donc c'est l'erreur aussi que la population commet. La jeunesse aujourd'hui, tout le monde veut migrer ou
en tout cas, avait migré vers l'Europe, ou en tout cas aller rester dans la capitale de son pays. Personne ne veut encore rester dans les zones rurales pour produire. Parce qu'on est sorti de l'université, ou bien on allait quand même à l'école, on s'est écrit. On pense que pour nous, notre boulot maintenant, c'est de rester dans les bureaux. On ne pense plus que l'agriculture est adaptée pour nous. Donc, il y a ce côté-là. En 2019, j'étais sur un projet agricole, toujours comme je le dis, c'est que ce sont des expériences personnelles, et que j'ai appelé le ministère togolais de l'agriculture pour voir les financements qui étaient disponibles concernant ces projets agricoles. Et ils m'ont même dit qu'ils avaient organisé des journées au Togo pour que les gens viennent déposer leurs projets et qu'il y avait des financements disponibles. Et pourquoi ils ont fait journée porte ouverte? Parce qu'il y a des jeunes qui ne viennent pas. Ils ont lancé ça et ça passait à la TVT, sur les chaînes de télévision et sur les radios au Togo, mais il y avait moins de jeunes qui s'intéressaient à ces projets agricoles et qu'ils avaient fait des journées portes ouvertes pour pouvoir appuyer ces projets. Donc il y a les gens, par exemple, qui vont aussi aller dans ces projets-là, qui prennent de l'argent et qui ne font pas le travail qu'on leur a dit de faire, qui ne produisent rien du tout, ils vont bouffer l'argent là finalement, il n'y a aucun suivi. Donc il faut aussi que la population africaine soit consciente et dire que c'est pas parce qu'on est allé à l'école, on sait lire et écrire, qu'on ne fait plus l'agriculture. L'agriculture n'est pas réservée seulement pour ceux qui ne sont pas allés à l'école. Donc c'est le problème qu'on a aussi en Afrique en tant que jeunesse aujourd'hui et que nous devons sortir de ce cadre-là. L'agriculture, ce n'est pas pour les illettrés. Merci. C'est tout le monde, parce que c'est tout le monde qui en consomme. Merci, Monsieur Wadja, pour votre intervention. Nous donnons 3 minutes à chaque auditeur, puisque vous êtes déjà donc le 3e invité donc de nos émissions. Alors, merci infiniment à tous et à chacun de vous d'être avec nous. Est-ce que la responsabilité revient quelquefois à la population, à nous qui sommes population vivant du côté du Barkaï comme à la diaspora? Monsieur Amidoji. Oui, merci Moïse. Je crois que c'est un aspect très important. Je suivais encore avant qu'il y ait eu une émission sur la naissance du réseau qu'on appelle en France le Resto du Cœur, qui a été lancé par Coluche, le comédien que tout le monde connaît bien, avec le soutien d'un certain nombre d'artistes. Donc ça partait du même constat qu'il y avait pour ce qui concerne l'Afrique. La réflexion est partie du fait que 6 000 Français n'avaient pas suffisamment mangé. Et Coluche a lancé ce qu'on appelle Resto du Cœur, c'est-à-dire un endroit, un espace ouvert où les plus déshérités qui n'avaient pas mangé pouvaient venir s'asseoir, manger, boire et partir. Pourquoi est-ce qu'en Afrique, nous ne pourrions pas faire la même chose? On parle de Oxfam, tout le monde connaît le réseau international d'Oxfam. Ça part de là. Beaucoup d'Africains, ou bien beaucoup de Togolais aujourd'hui, vivant au Togo ou dans la diaspora, ont, peut-être qu'ils l'ont hérité, ou bien peut-être par le fruit de leur travail, ont un peu de supplément, que parfois même ils jettent. Pourquoi est-ce que nous ne pourrions pas, nous les Africains, nous les Togolais, nous organiser pour que nos suppléments profitent à ceux qui n'en ont pas? Moi, je pense que ça serait une piste concrète. Au lieu d'attendre toujours que l'Occident vienne aider le Sud, au lieu d'attendre toujours tout et rien de la coopération qu'on dit Nord-Sud, organisons la solidarité Sud-Sud. Nous qui sommes les pays au niveau de l'Afrique, organisons-nous. Même à l'intérieur de nos pays, on peut s'organiser. Combien ne sommes-nous pas dans la diaspora à devoir jeter des vêtements de nos enfants parce que l'âge est passé et que nous n'avons plus d'espace physique chez nous pour les garder. Ces vêtements-là auraient pu servir en Afrique. Ces vêtements-là auraient pu trouver une seconde vie. Et même c'est écologique. Donc je pense que par le fait de la réflexion, on peut trouver des solutions pour soulager la peine de nos populations. Nous l'avons dit tout à l'heure, la vie chère qui tenaille l'estomac de nos populations a des causes endogènes et exogènes. Pour une série de causes, nous pourrions trouver cette solution-là. Maintenant, Romarickson et Paul Omolo ont parlé tout à l'heure, il faut que nos États
qui sont dirigés par des professeurs d'université commencent également à s'inspirer ou bien à copier ce que d'autres États ont fait. Parlons de la transformation, de la production, transformation, conservation, voire même distribution des produits locaux. Il y a des idées énormes. L'Afrique est le seul pays où nous disposons des terres arables à perte de vue et où les gens meurent de faim. Romaric l'a dit tout à l'heure. Nous avons des nappes phréatiques, mais nous attendons toujours qu'il pleuve avant de cultiver. C'est pas normal. Aujourd'hui, la technologie permet de faire des forages pour arroser, pour irriguer nos champs. Pourquoi est-ce que nous n'utilisons pas cela? On me dira, on n'a pas les moyens. Alors, il faut que les États qui sont plus organisés dans le pillage et le gaspillage des ressources prennent conscience de ce phénomène-là. En tout cas, ceux qui veulent travailler pour le bien-être de leur population, il faut qu'ils travaillent à mettre en place un tissu industriel qui permet de créer des emplois et de créer de la richesse économique, comme on le dit. Et j'en terminerai en disant que, vous savez, après les chocs économiques mondiaux, les États ont organisé des grands chantiers. Aujourd'hui, par exemple, nous manquons des routes au Togo. Les infrastructures de communication sont un des facteurs de développement économique. Pourquoi est-ce que nos pays ne s'organisent pas? Tout le monde sait comment nos pays ont été créés à la conférence de Berlin. Pourquoi est-ce que nos pays ne s'organisent pas à créer, à investir dans des infrastructures de communication? Par exemple, les chemins de fer qui vont d'un pays à l'autre, ou bien qui traversent tous les pays pour réduire non seulement les coûts de communication, mais également tenir compte de la problématique écologique. Donc, il y a pas mal de sujets qui pourraient préoccuper nos gouvernants actuels qui, au lieu de travailler au bien-être des populations, sont en train de les martyriser. Donc, voilà un tout petit peu quelques pistes de solutions. Et ceux qui connaissent le sujet savent qu'on en parle comme ça, mais je ne parle pas. Il ne s'agit même pas d'innover forcément. Il s'agit des mécanismes ou des méthodes que d'autres pays, même du tiers-monde, ont utilisées et ont pu propulser leur pays dans le développement et leur population dans un relatif bien-être. Donc voilà un tout petit peu quelques pistes qui pourraient être utilisées par nos pays pour que le défi actuel devienne une opportunité d'engager nos pays sur la voie du développement. Nous avons vu plusieurs personnes du côté de la diaspora intellectuelle comme citoyen lambda décrier ce phénomène de vie chère en Afrique et surtout en Afrique de l'Ouest. Et ça n'existe pas qu'au Togo, ça existe également en Côte d'Ivoire où on parle également des délestages aujourd'hui. Et quel est le rôle que joue la diaspora pour pallier à cette cherté de la vie en Afrique de l'Ouest? Dr Romaric. Quel est le rôle que joue la diaspora? La diaspora a une bonne partie de la solution. J'ai écrit un livre en 2011 qui vient d'être traduit. Je l'ai écrit en anglais. Le livre vient d'être traduit en français, en allemand, en portugais, en hollandais, en polonais. Sur la politique climatique. Nous sommes au XXIe siècle. L'État du Togo va amener une entreprise étrangère qui produit l'électricité à partir du pétrole. C'est-à-dire, on met le pétrole dans l'appareil et l'appareil produit l'électricité. Au XXIe siècle, et la fumée que ça émet, le gaz à effet de serre que cette entreprise-là émet dans l'atmosphère, c'est une catastrophe naturelle. C'est une catastrophe. Or, au Togo, le soleil brille 365 jours par an. Et donc, j'ai écrit que si au moins il existe un domaine dans lequel l'Afrique doit dominer le monde entier, c'est dans la production de l'énergie renouvelable. C'est-à-dire le soleil, l'énergie solaire et l'énergie éolienne. Puisque nous avons le soleil, nous avons des techniciens qui peuvent faire. Je vous regardais sur YouTube l'autre fois.
Il y a un jeune Togolais, il n'a même pas 30 ans. Il a créé des panneaux solaires. On peut investir dans son entreprise et l'aider à exporter sa technologie. De telle sorte que chaque région du Togo, on vient dans chaque ville, à l'entrée de la ville, on prend une certaine superficie, on met les panneaux solaires. Et donc, ces panneaux solaires sont à mesure de produire l'électricité du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Et comme je l'ai dit il y a quelques minutes, quand il y a surabondance d'un produit, son prix diminue. Et donc, quand il y aura surabondance de production d'énergie solaire et éolienne, le prix de l'électricité va diminuer. L'énergie est toujours à la base du développement. Sans énergie, il n'y a pas de développement. Il suffit de voir la révolution industrielle. À la base, c'était l'énergie basée sur le charbon. Aujourd'hui, on a remarqué que le changement climatique est causé par l'utilisation de l'énergie fossile. Et donc, le monde entier est en train de s'écarter de l'énergie fossile comme le pétrole pour aller vers la production de l'énergie solaire et éolienne. Le Togo a tous les moyens pour le faire. Il y a des techniciens togolais dans la diaspora qui savent le faire. Moi, j'ai écrit un livre qui explique comment ça peut être fait. Je ne suis pas technicien, je suis politologue, mais j'ai écrit le livre que ça peut se faire de cette manière et de cette manière. Et donc les techniciens, ils peuvent venir et le faire. J'ai un cousin qui a étudié la technique ici en Allemagne. Il vit désormais en France. Il avait fait un projet pour l'UNDP. C'est une organisation de développement de l'ONU. Il a écrit le projet en français. Il voulait faire le dépôt en anglais. J'ai eu l'honneur de traduire son projet en anglais. Et quand il a déposé son projet, l'UNDP a accepté le projet. Donc, en quoi consiste le projet? Le projet là consiste à amener des panneaux solaires dans les villages où il n'y a pas d'électricité. Vous savez que dans le domaine de l'aide au développement, il y avait des ONG qui avaient créé des bonnes fontaines qui sont tombées en panne depuis des décennies. Et donc, le monsieur, avec cette technologie, peut mettre l'électricité à disposition des populations et avec cette électricité-là, on peut nourrir une petite machine qui va aller puiser l'eau dans le sol et la mener de l'eau potable. Le projet a été financé par l'UNDP. Maintenant, il faut que, avant que le financement ne soit, ne soit rendu efficace, ne soit rendu réel, il faut la coopération de l'État du Togo. Mon cousin est allé à Lomé pour voir le ministre. Après avoir expliqué le projet dans le bureau du ministre, on lui demande de venir demain. Et demain, on lui demande de revenir le lendemain, de revenir l'autre jour. Et il n'a jamais eu la chance de voir le ministre jusqu'à ce qu'il retourne chez lui en France. Voilà comment le régime qui est à la tête de notre pays empêche le Togo de se développer. Et donc, la diaspora a un grand rôle. On a la connaissance, on a la compétence, on a les moyens financiers pour investir dans beaucoup de domaines. Si vous prenez ma petite personne, j'aimerais bien investir dans l'agriculture. Le premier jour que moi je reviendrai au Togo, j'investirai dans l'agriculture. C'est-à-dire que je peux amener 2, 3, 5 Allemands, jeunes Allemands, avec leur connaissance et un peu de capital, on va créer des petites entreprises. C'est-à-dire les entreprises de transformation des produits agricoles du Togo et de leur conservation. Et donc, on peut les mettre en point, produire des choses comme le maïs, le manioc, la patate douce. On peut le faire. Mais le problème est que la diaspora n'est pas autorisée à rentrer au Togo. Moi qui vous parle, mon père est décédé quand j'avais à peine 16 ans. La vieille, ma maman qui a tout fait, qui a tout vendu pour m'envoyer à l'école, elle est décédée en 2010. Je n'ai pas eu le droit d'aller l'enterrer. Mon petit père qui me tue directement, il est décédé en 2014. Je ne suis pas allé au Togo pour l'enterrer. Depuis 2006, je ne suis plus jamais rentré au Togo, la terre de mes aïeux. Parce que j'ai une opinion politique qui est différente de celle
de celle des gens qui dirigent le pays. Monsieur Dr Omarikson, on parle de vie chère, on parle de la vie chère au Togo et il y a également une auditrice en ligne. Auditrice, bonjour. Bonjour, j'aimerais intervenir par rapport à la vie chère au Togo. Oui, à qui ai-je l'honneur s'il vous plaît? La vie chère en Afrique en général. Oui, à qui ai-je l'honneur s'il vous plaît? Votre nom s'il vous plaît? Mon nom c'est Mabel Fati. Allez-y, ma belle. On vous écoute. Oui, voilà, pour arriver au cas du Togo, d'abord, on remarque qu'il y a un cas criard de financement dans l'agriculture togolaise. La plupart des projets envers les agriculteurs, c'est pour leur partager les roues et les dabas. En ce siècle où tous les agriculteurs dans les pays comme les pays voisins comme le Ghana, le Bénin, font tout pour avoir au moins un petit tracteur, au Togo, on partage toujours aux agriculteurs des roues et des dabas. Quand les agriculteurs se débrouillent pour faire une très bonne culture, comme l'avait dit sur le site du ministère de l'Agriculture, l'année 2019 était supposée être une très bonne année où les agriculteurs ont produit des milliers de tonnes permettant au Togo de faire l'autosuffisance alimentaire. Ce qui se passe, c'est qu'on voit des individus qu'on ne connaît pas. On pense que c'est les gens qui travaillent avec le pouvoir en place qui vont acheter les produits à moindre prix chez ces agriculteurs et le revendent sur les marchés africains comme les pays comme le Gabon, la Centrafrique, où les gens ont un pouvoir d'achat plus élevé que le Togo. Créer ainsi un déficit de produits vivriers, surtout des céréales comme le maïs, l'haricot, sur le marché togolais. Maintenant, si nous passons au deuxième point, le deuxième point, c'est que le gouvernement togolais même a créé un système permettant que si le prix des céréales est très élevé, ne pouvant pas permettre aux Togolais normal qui gagnent un SMIC de 3 500 francs, 35 000 francs CFA, d'arriver à se procurer ces céréales qui sont des denrées de base. De mettre ces céréales, surtout le maïs, sur le marché, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque encore qu'il y a des gens dans le système togolais qui vont prendre ce maïs qui est supposé aider la population togolaise pour le revendre encore sur le marché à prix élevé. Donc, au Togo, le problème de la vie chère qui est déjà lié à la malgouvernance que nous tous nous connaissons est aussi lié au fait que nous avons d'autres problèmes sociaux qui ne permettent pas aux Togolais ou à l'artisan togolais ou à l'agriculteur togolais de pouvoir ramener ses produits sur le marché à des prix compétitifs. Je ne sais pas si vous avez appris encore qu'il y a un nouveau péage. Et il y a un péage qui vient d'être installé pour empêcher les gens d'aller à Vaughan. Moi, j'appelle ça empêcher les gens d'aller à Vaughan. Comment tu peux quitter Lomé pour aller à Vaughan, 60 km, et tu vas encore payer un péage? Maintenant, si on met ce péage, d'abord, le prix de transport est déjà très élevé à Lomé à cause du prix élevé du pétrole, qui va encore augmenter, le péage va encore augmenter le prix du transport, augmenter le prix des denrées alimentaires. Et le gouvernement ne fait rien. Au Togo, on dirait que ça se fait exprès. C'est une machine qui est créée pour appauvrir le peuple, vendre les aliments très très chers et permettre au peuple de souffrir parce que celui qui souffre ne pense pas à la révolution en fait. Ça, c'est le cas du Togo. Pour venir en général au cas de l'Afrique, c'est qu'il y a un problème de la dette africaine. Et tout le monde s'en plaint. Si on parle de la Côte d'Ivoire, quand Ouattara est arrivé, Ouattara voulait faire de trop. On lui a déjà reproché d'avoir détruit la Côte d'Ivoire. Donc, il voulait reconstruire la Côte d'Ivoire. Donc, Ouattara s'est mis à prendre des prêts très, très élevés pour remettre les routes, les infrastructures ivoiriennes sur place. Et à la dernière fois, je pense que c'était dans les années 2019, Ouattara a été convoqué par un journaliste de la place, un journaliste africain très très prestigieux, qui lui a posé la question de la dette ivoirienne, qui est très élevée comparée à tous les autres présidents ivoiriens qui sont passés. Et il avait expliqué qu'il faisait du bon travail et qu'il prenait des prêts à taux très bas. Mais avec cette inflation sur le marché ivoirien, on voit que
il n'a pas tenu sa promesse. Les prêts n'étaient pas au taux aussi bas qu'il le disait. Car on sait que la Côte d'Ivoire a été toujours un pays qui a investi dans l'agriculture, à commencer par Houphouët-Boigny, qui a fait des agriculteurs ivoiriens des hommes très riches en Afrique. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, ma belle, de nous avoir appelé pour votre intervention. Je sais que vous appesantissez sur le cas du Togo. On voudrait parler également du cas de la Côte d'Ivoire. Et je voudrais poser, pour terminer cette émission, vos propositions que vous faites pour pallier ou remédier également à cette cherté de la vie en Afrique de l'Ouest, sinon en Afrique entière. Monsieur Amédodji. Oui, merci Moïse. Je crois que il faut fondamentalement un changement de paradigme. Mes prédécesseurs l'ont dit, la mauvaise orientation de nos économies vers la production de matières premières qui n'ont même pas de valeur ajoutée, c'est-à-dire ce sur quoi l'État peut prélever des taxes pour investir dans des infrastructures ou bien pour investir dans les secteurs sociaux. Et nos pays se privent de ces moyens-là en refusant ou bien en n'optant pas pour la transformation des matières premières. Donc ça, c'est une première chose. La seconde chose, comme mes prédécesseurs l'ont dit, c'est un accompagnement des producteurs. Aujourd'hui, Mabel l'a dit, la première ministre qui s'est spécialisée dans le développement à la base ne s'est pas gênée d'aller distribuer au XXIe siècle des houes à des producteurs. Donc, je ne sais pas quel message cela renvoie. Est-ce qu'au XXIe siècle, avec le problème ou la problématique de famine ou d'absence d'autosuffisance alimentaire, est-ce qu'on peut encore se permettre de cultiver? Combien de mètres carrés de champs pourrait-on encore cultiver avec la houe? Nous sommes des milliards, nous sommes des millions au Togo. Donc il faut que nos gouvernants aient à l'esprit que, ou bien remettre au cœur de leur action publique le bien-être des populations, c'est-à-dire faire en sorte que le travail... Quelqu'un disait tout à l'heure, je crois que c'est Romaric Son ou Monu, que les jeunes désertent l'agriculture. Alors qu'on voit dans beaucoup des pays, même dans les pays développés, le secteur de la production, l'agri-business, ou bien la production, la transformation, la conservation, la distribution des produits alimentaires a été le moteur, le principal moteur, voire même la locomotive de développement des pays qui aujourd'hui sont dits industriels. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas faire ça au Togo? Nous avons des terres arables, nous n'avons pas à aller acheter des terrains. Nous avons des jeunes pour travailler, il suffit de les former à des méthodes modernes d'agriculture et les pays vont démarrer. Je dis cela, je ne parle pas seulement du Togo. Il s'agit de pratiquement plus de 50% des pays d'Afrique francophone qui aujourd'hui, et malheureusement par le biais également du franc CFA, je termine par là, et ça aussi c'est un gros problème. Vous savez, lorsqu'on a une monnaie aussi forte que le franc CFA, on a l'illusion d'être riche. Donc au lieu d'investir dans un tissu industriel pour produire localement, on est tourné, on est incité, et la France l'a fait à dessein, on est incité à importer. Et lorsqu'on importe, on a une balance commerciale déficitaire, c'est-à-dire on vit au-dessus de nos moyens. Donc, il faut un changement de paradigme, il faut que nos gouvernants comprennent cela, que la monnaie qu'ils utilisent, qui est le franc CFA, une monnaie arrimée à l'euro, monnaie très très forte, décourage ou dissuade l'industrialisation ou dissuade la création d'un tissu industriel dans nos pays. C'est un piège. Lorsque on entend parler de pillage, c'est-à-dire, je ne sais même pas, des plateformes industrielles d'articles d'épée ou les autres, c'est de la poudre
aux yeux. Il faut qu'au niveau conceptuel, nos États changent de façon de raisonner. Je vais terminer également en disant ceci. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens qui gravitent autour du régime gagnent leur vie ou font leur fortune en s'octroyant des marchés d'importation du riz. On produit du riz au Togo. Ces gens-là sont en train de tuer nos agriculteurs. Beaucoup gagnent leur vie ou bien font fortune en important des produits surgelés, que ce soit des volailles ou du poisson. Ceux-là, ils tuent nos éleveurs au Togo. Donc, il faut que l'État comprenne, au lieu de faire vivre 2 ou 3 personnes, l'État togolais ou l'État, les pays d'Afrique, y compris la Côte d'Ivoire, d'Alassane Ouattara, doivent choisir de faire le bien de leur population en dissuadant les importations de tout ce que nous pouvons produire localement. Grâce à cela, nous pouvons créer non seulement de l'emploi, mais créer également de la richesse. Parce que qui crée de la richesse dit que du jour au lendemain, l'État aura suffisamment de moyens pour créer des écoles, pour créer des infrastructures de communication et pour créer également des dispensaires. C'est de ça qu'il s'agit. C'est aussi simple que ça. Donc, si nos États se refusent de le faire, c'est une question de mauvaise volonté, voire même de cynisme politique. Parce que, économiquement, il n'y a que ça qui vaut la peine. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est des cinémas. Ils savent par où commencer, mais ils se refusent de le faire. Où commencer ou pour le faire, nous sommes avec M. Medoji. Nous avons un dernier auditeur en ligne. Bonjour. Allô? Auditeur, bonjour. Oui, bonjour. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Oui, c'est M. Languet. Monsieur Lamdé. Languet, oui. Monsieur Languet, allez-y. Ce serait intéressant lorsque vous allez diminuer le volume de votre poste récepteur et on vous écoute parfaitement 5 sur 5. Allez-y. Maintenant, ça va? Oui, allez-y. Vous êtes en direct sur FM Liberté, sur Afro Web TV. Allez-y, on vous écoute sur les derniers sujets concernant la vie chère en Afrique de l'Ouest. Oui, allô? Oui, monsieur Languet, vous êtes en direct, on vous reçoit très bien. Diminuez juste le poste récepteur et on vous écoute 5 sur 5. Ok, en fait, j'aimerais intervenir sur la question de la vie chère en Afrique, plus particulièrement au Togo. Allez-y. Et je pense que beaucoup de personnes ont déjà touché les points essentiels. Mais ce qui a retenu dans tout ça, c'est que, en premier lieu, nous devons savoir que nos ministères de l'agriculture ne sont pas vraiment gérés par nos pays. Ce sont des ministères de l'agriculture. Nos ministères d'agriculture sont gérés vraiment par les colons et qui sont bien contrôlés par les colons. Et nous devons d'abord prendre conscience de ça et savoir nous mobiliser autour de ce problème-là et en créant par exemple des synergies au niveau de la diaspora et constituer des fonds qui vont quand même booster nos frères dont nous accusons aujourd'hui qu'ils ont déserté le milieu agricole et ce n'est pas de leur faute. Parce que si vous voyez sur le terrain aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un manque de financement. Depuis l'indépendance, nous n'avons jamais entendu dans le secteur bancaire un financement agricole. C'est quasiment inexistant sur le financement agricole. Donc, ce n'est pas que nos dirigeants, ceux qui nous dirigent aujourd'hui, ne le savent pas. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas cette volonté de le faire. Mais s'il y aura un changement à faire, moi je pense que ce serait au niveau de la diaspora, que la diaspora se constitue en fonds capital risque pour pouvoir booster nos frères qui sont sur le terrain avec un bon plan et un bon plan de gestion et de financement du secteur agricole. Et je pense que nous pourrons quand même s'en sortir
nous faisons ou bien nous attendons nos dirigeants qui savent très bien que nos ministères d'agriculture ne sont pas gérés par eux-mêmes, mais gérés par le colon. Le jour où nous aurons à prendre le contrôle de notre du secteur agricole en Afrique, ce serait une indépendance. Et c'est en ce moment même que nous allons nous mobiliser pour la question de monnaie. Et il faut d'abord que nous contrôlions le secteur agricole dans nos pays, 100%, avant même de penser à la question de la monnaie avec des histoires du CFA et autres. Donc je pense que pour le moment je vais m'arrêter là. Et merci beaucoup. Monsieur Languet, merci de nous avoir appelés sur le www.fmliberté.com et également AfroWebTV/live. Vous qui nous suivez en direct, merci à vous tous qui partagent également cette émission. Nous sommes à la fin donc de ce numéro de votre émission Avis de la diaspora. Je vais donner 1 minute à chacun de nos invités. Il y a encore des appels qui coulent à flot en ce moment ici. On va les recevoir très rapidement. Puisque l'auditeur aussi a sa voix qui compte également dans notre émission Avis de la diaspora. Veuillez donc nous appeler à temps et suivre l'émission, sinon les rediffusions disponibles également sur notre chaîne YouTube. Merci à tous. Alors 1 minute pour chacun de nos intervenants, de nos invités aujourd'hui pour terminer l'émission. Proposition de solution, monsieur Dr Omar Rickson, pour la cherté de la vie. Oui, mais aux autres cas, moi je ne vais pas prendre 1 minute. Parce que j'ai une argumentation à 4 niveaux. Première chose, je prends la pyramide de Maslow, le psychologue américain Maslow. Je prends sa pyramide. Selon la pyramide du psychologue Maslow, le premier besoin d'un être humain, c'est le besoin physiologique. C'est-à-dire, après le manger, vient maintenant le besoin de la sécurité. Maintenant, puisque le manger est le premier besoin de l'être humain, or l'être humain c'est l'acteur du développement, ça veut dire qu'on ne peut pas aller au développement sans avoir nourri l'être humain. Donc, notre pays a le devoir de nourrir son peuple. Maintenant, qu'on ne me dise pas que le Togo est un petit pays. Le Togo est plus grand que la Hollande. Le Togo est plus grand que la Belgique. Le Togo est plus grand que l'Israël. Le Togo est plus grand que le Liban. Est plus grand que le Singapour. Quand tu prends tous ces pays-là, on n'a jamais appelé un seul pays un petit pays. Malgré que leur taille, malgré la petitesse de leur taille par rapport au Togo. Mais c'est des gens qui ont conscience des besoins de leur population et qui savent produire. C'est-à-dire qu'ils vivent en surabondance. Donc, voilà le deuxième point. Le Togo, ce n'est pas un petit pays, mais c'est un grand pays. Maintenant, la question est de savoir qu'est-ce que nous en faisons. Si nous gardons le Togo seulement pour être un pays où on produit un dictateur dont le seul objectif est de rester au pouvoir à vie, le Togo sera toujours dans la misère avec la vie chère. Maintenant, au troisième point, et quand je prends la théorie de modernisation, cela me donne l'impression que la pauvreté au Togo est sciemment faite, ou bien la cherté de la vie est sciemment organisée par ce régime. Parce que la théorie de modernisation dit que quand un pays a atteint un certain niveau de développement économique, il y a un processus social qui est enclenché et qui débouche sur la démocratisation. Ça veut dire que pour empêcher qu'un pays ne se démocratise, il suffit de le maintenir au-deçà du seuil de la pauvreté. Et donc, j'ai l'impression que ce régime organise la pauvreté, la cherté de la vie, afin que quand les Togolais se réveillent le matin, ils ne se préoccupent pas de la santé de leur pays, mais de leur propre manger. Voilà ce que je pense. Maintenant, quelles sont les solutions? Il faut que la diaspora ait l'opportunité de revenir investir au Togo le capital humain et le capital financier. Le Togo doit être ouvert à sa diaspora. Première chose. Deuxième chose, l'État du Togo doit assurer à tous les citoyens togolais la sécurité physique et judiciaire. La sécurité physique et judiciaire. Si les deux conditions ne sont pas remplies,
aucun investisseur sérieux ne viendra au Togo. Et donc, comme troisième solution, l'État du Togo doit faire des mesures d'incitation pour que l'agriculture togolaise puisse produire. On peut par exemple acheter des tracteurs et les mettre à la disposition des collectivités qui vont produire. On peut mettre à leur disposition la technologie d'irrigation. Il y a beaucoup de choses que l'État peut faire pour inciter la population à produire. Et l'État togolais doit faire la politique de la production des choses que nous consommons au Togo et diminuer la production du café et du cacao dont nous ne fixons même pas le prix. Et donc, il y a une grande palette de solutions qui sont possibles. Mais il ne manque que la volonté politique pour le faire. Voilà. Merci, Dr Omar Rickson. Dernier mot de Monsieur Amedoji, mais bien avant, on va recevoir rapidement un autre auditeur. Allô? Oui, allô? Vous êtes en direct, vous avez 2 minutes puisque nous sommes à la fin de l'émission. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Vous avez l'honneur à Monsieur Classio Koutaglo. Monsieur Classio, allez-y pour votre intervention, puisque vous êtes un habitué. Oui, je voudrais tout juste m'intéresser à l'explication, la dernière explication de votre invité, Omar Rickson, qui a bien situé le sujet de la vie chère dans une catégorie théorique et puis ensuite dans une pensée critique. Je voudrais le féliciter par rapport à cette explication de haut niveau et surtout dimensionnelle. La cherté de la vie, plus précisément dans le cas du Togo, est intentionnelle. Ce n'est pas quelque chose qui est créé par la nature ni l'univers. Les Togolais sont des travailleurs. Le Togo aussi n'est pas un petit pays, comme il vient de le dire. Tout est fait dans une intention pour que le peuple soit un mendiant. Et quand on est mendiant, dans des pays autocratiques, on ne peut que appeler l'autorité. Et c'est ce que Gnassingbé et Yadema, les Agbeomé, ceux qui ont dirigé le pays dans la dictature, jusqu'aujourd'hui, avec Fort Gnassingbé, sont en train de maintenir. Alors, face à cette situation gravissime, il va falloir que le peuple même se réveille. C'est que le peuple a la voix. Le peuple a le chemin pour se libérer. De quelle façon? Sous l'intimidation et autres, il va falloir que le peuple puisse faire quelque chose. On ne peut pas, un investisseur sérieux ne peut pas investir dans des pays autocratiques où la justice est dans les mains de certaines personnes, de certains tueurs. On ne peut pas investir quand le citoyen est obligé d'être ami avec le colonel ou avec le général avant d'investir dans son pays. C'est inaccessible, c'est inadmissible. Il va falloir que la diaspora togolaise, les gens se leurrent, les gens se trompent. Nous devons corriger la politique. Nous devons essayer de rendre l'atmosphère vivable au Togo. Bien sûr, j'invite Fort Gnassingbé à comprendre parce que on nous a dit qu'il a fait le MBA. Le MBA, nous tous, nous l'avions fait. Il va falloir que l'autorité décrispe l'atmosphère. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, que nous avons tous crié. Fort est la seule personne qui peut le faire au Togo s'il veut. Nous lançons encore cet appel à son égard pour qu'il puisse prendre conscience. Sinon la conscience va le prendre. Classio Koutaglo. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Classio Koutaglo, de nous avoir appelé. Et nous sommes à la fin de l'émission. Dr Amedoji, votre conclusion?
Merci, c'est pas docteur, mais c'est... Ah, puisqu'on a l'habitude des docteurs ici sur Afro-Web TV, on a docteur Omari, on a d'autres docteurs de la Centrafrique, du Burundi, du Ghana, d'autres, donc on a l'habitude des docteurs. Ouais, je m'en excuse. Exceptionnellement, c'est une prophétie. Merci. Ce que j'aimerais dire, et c'est très important, c'est que la problématique de la vie chère doit également être envisagée ou en tout cas comprise et sous le prisme des dettes ou de la dette de nos pays, dettes organisées par la Banque mondiale et le FMI. Vous savez, pour payer nos dettes, nos pays ont besoin de faire entrer des devises. Or, qu'est-ce qui fait rentrer des devises? C'est la vente, justement, de ces produits que nous ne consommons pas. C'est la vente du café, c'est la vente du cacao. Et on oriente les cultivateurs à produire du coton, du café, du cacao, pour faire rentrer des devises. Donc, à nous, la diaspora, maintenant, en attendant que nos États, nos gouvernants se conscientisent, nous pouvons faire quelque chose. C'est-à-dire, lorsque nous envoyons, je rappelle en passant, que ce que la diaspora envoie en Afrique dépasse de loin ce qu'on appelle l'aide publique au développement. Donc, ça veut dire que la diaspora finance ou bien la diaspora dispose d'un levier important qui peut faire changer le paradigme dont nous parlons. Pourquoi ne pas inciter nos concitoyens qui sont dans le domaine de l'agro-business à délaisser la culture du café, du coton, du cacao pour se tourner vers les cultures vivrières qui sont consommées soit directement ou transformées sur place. Ça, c'est le premier point. Maintenant, pour faire le lien avec les deux autres points qu'on a abordés aujourd'hui, j'aimerais dire que de toutes les façons, que ce soit en Afrique ou ailleurs, la stabilité politique et la paix civile sont des conditions sine qua non pour un développement économique et social. Donc, la rencontre de Laurent Gbagbo et d'Alassane Ouattara est une bonne chose que nous devrons encourager et nous demandons, nous proposons que cela inspire d'autres chefs d'État africains qui tirent à balles réelles sur leur opposition. Et j'atterris ou je termine par le cas de Théodorin Obiang. Nous avons dit tout à l'heure que la justice française a pris une bonne décision. Mais la justice française doit avoir le courage d'aller plus loin. Parce que là, il s'agit d'un cas, j'allais dire épistolaire, un petit cas, mais les gros détournements, les plus grands pillages du continent africain, ce n'est pas ceux organisés par un vice-président de la Guinée équatoriale. Il y a des mécanismes qui sont bien rodés, qui sont organisés à l'échelle des pays qui permettent de piller le continent africain de ses ressources et de ses matières premières. Donc, il faudrait que la justice française s'en saisisse également pour permettre au continent de ne plus dépendre des aides, ce qu'ils appellent des aides publiques au développement, mais de pouvoir compter sur de pouvoir investir ses richesses pour transformer la vie de ses concitoyens et pour faire en sorte que l'Africain vive mieux et ne soit plus obligé d'aller mourir dans la Méditerranée parce que fuyant les guerres ou la misère dans leur pays. Merci. Merci Monsieur Medodji, Philippe, d'avoir accepté notre invitation, d'avoir participé également à cette émission à Vie de la Diaspora sur le www.afrowebtv.com. Vous êtes un citoyen engagé et je rappelle également à tous les amis téléspectateurs et les amis internautes, surtout ceux qui nous ont appelés, que nous avons reçu également Dr Romarikson Alogno, activiste, acteur politique vivant du côté de l'Allemagne. Merci à vous tous qui nous avez appelés, qui avez pris le soin de partager également cette émission avec les uns les autres. Cette émission sera disponible pour vous sur le www.afrowebtv.com ou également sur notre chaîne YouTube. Et
nous espérons que vous pouvez également nous aider à asseoir en bonne et due forme cette grande chaîne naissante du côté des États-Unis par vos transferts d'argent, par Cash App, par PayPal ou par Zelle également. Merci à vous tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Donc juste après ce décryptage, vous suivrez désormais l'actualité en 7 jours présentée par Oreb Anthony, un collaborateur qui se trouve dans l'état de Mississippi aux États-Unis. Et aujourd'hui, pour l'occasion, vous aurez également votre émission qui a raison juste après à 15h, heure de Chicago, 16h à Washington DC, ou également donc vous aurez juste après l'émission Afro's Club où on reçoit une diva de la musique africaine, de la musique, même si nous sommes en deuil, on va célébrer encore le Zouk. Et aujourd'hui avec à travers donc 60 cœurs production, une diva de la musique, Christiane Obidol, qui sera en live à partir de 18h heure de Chicago, 19h également du côté de Washington. Toutes nos émissions disponibles sur afrowebtv.com. Merci et bonne suite de nos programmes. Voulez-vous sponsoriser l'une de nos émissions sur AfroWeb TV ou contribuer à l'évolution de la chaîne de la diaspora africaine AfroWeb TV? Contactez-nous sur le +1 319 462 89 79 ou sur le www.afrowebtv.com. Merci de soutenir votre chaîne AfroWeb TV par Cash App ou par Zelle sur le +1 319 462 89 79 ou par PayPal sur afrowebtv2020@gmail.com. AfroWeb TV, c'est l'Afrique qui gagne. Chaque semaine, la rédaction d'AfroWeb TV vous propose un condensé de l'actualité des 7 derniers jours. Suivez sur AfroWeb TV l'actualité politique, économique et sociale, bref, dans toute son entièreté, sur www.afrowebtv.com. Veuillez vous abonner à notre chaîne AfroWeb TV sur YouTube.